Bonsoir à tous. Mon nom est Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire, affilié à la CSQ. Bienvenue à notre premier Facebook Live. Bien entendu, ce soir, nous allons discuter entre autres d'enjeux cruciaux quand on parle de l'avenir de nos écoles, le soutien aux élèves les plus vulnérables, beaucoup de compressions qu'on a vues au fil du temps, qui ont des effets bien réels sur le service qu'on offre. Donc, plus de pression sur les familles, plus de pression sur les travailleurs, donc sur le personnel, sur les enfants. Donc, énormément de pression. Ce soir, on a invité des gens, entre autres, dans un premier temps, Mme Bianca Nugent, qui est présidente de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et Sylvain Martel, qui est porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonsoir. Bonsoir. On va régler une chose tout de suite. Contrairement au ministre Drainville, on ne fera pas de vouvoiement ici ce soir. On va se dire, on va s'appeler par nos prénoms. Puis je pense que ça va être la meilleure façon. Ça se veut une conversation, des échanges sur l'ensemble de vos réalités, parce que vous avez vos réalités, mais on a des points communs. Hein? Le service à offrir aux élèves, c'est important. Donc, une question simple, mais essentielle. Comment garantir à chaque élève, peu importe sa situation, le soutien et les services dont il a besoin pour réussir? Si ça ne vous dérange pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à cette première question-là à tour de rôle et par la suite, on arrivera avec d'autres questions. Donc, oui. En premier, Bianca? Bien, on s'est déjà penché, évidemment, sur la question. Pour nous, dans un premier temps, c'est bien connaître, puis bien reconnaître cette diversité-là des élèves du 21e siècle qui fréquentent nos écoles. Dans un premier temps, oui, il y a l'évaluation des besoins. Mon collègue va sûrement parler aussi des plans d'intervention. Je vais lui laisser ça. Nous, au niveau de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers, c'était, comme dans plusieurs autres secteurs, c'était de reconnaître que c'est un service essentiel. L'école, les services éducatifs, les services complémentaires, l'accès aux professionnels, particulièrement pour nos enfants. C'est des enfants qui ont des conditions, ont des difficultés, des enjeux qui sont reconnus par d'autres professionnels, notamment les professionnels des services sociaux de la santé. Alors, on trouve inconcevable que d'un côté, plusieurs de nos enfants ont une condition, des besoins reconnus, évalués à coup de longues listes d'attente, et puis que finalement, le milieu scolaire fait souvent fi des recommandations de ces professionnels-là. Oui. Et parfois, c'est les mêmes professionnels. Ils sont aussi reconnus par un même ordre. Alors, on trouve ça un peu aberrant que cette réalité-là n'est pas reconnue, et d'autant plus qu'on ne reconnaît pas que c'est des services qui sont essentiels, du moins assurer un seuil minimum de services de qualité. Effectivement, le service de qualité est important. M. Martin? Bien, on sait ce qu'on veut faire. Oui. On l'a déjà déterminé depuis longtemps, puis ça continue à progresser, comme l'expliquait Mme Nugent. La réponse plate, là, ça prend des ressources. Ça prend des gens et du financement. Parce que tu peux avoir toutes les idées et toutes les intentions les plus nobles sur le plancher, là, dans les classes, dans les écoles. Ça prend des ressources. Oui. Et ça revient souvent à ça. Hein? Ça revient souvent au manque de ressources. Donc, être obligé de trouver des moyens pour quand même donner le service, puis du côté parental, accepter que le service sera peut-être pas à la hauteur de ce qu'on s'est fait promettre par le système qu'on a mis en place. Donc, c'est assez de base, mais sans ressources, on n'arrive pas à livrer ce que on dit que ces enfants-là devraient recevoir. Effectivement, parce que quand on regarde le ministre de l'Éducation qui a quand même affirmé à un moment donné de dire qu'il n'était pas capable de répondre à l'ensemble des besoins de tous les élèves au Québec, pour nous, on ne peut pas aller là, on ne peut pas dire ça, parce que comme parents,
ils s'attendent, comme tu disais, Sylvain, à des services et à un retour. Puis ça, c'est important. Même chose pour vous autres. Tu sais, à quelque part, ça devrait être une obligation d'agir. On devrait avoir suffisamment d'eux. Et vous savez, au personnel de soutien, c'est beaucoup de précarité d'emploi. Donc, nous, on dit toujours, oui, il y a de la précarité, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais si on diminuait la précarité, peut-être qu'on serait capable d'offrir le service encore plus. Quand on parle d'élèves à besoins particuliers, là, de quoi on parle concrètement? Comment les parents vivent ça? C'est qui ça, un enfant qui a des besoins particuliers? Bien, le parent d'un enfant à besoins particuliers, souvent, il va le découvrir à l'école. C'est dans le parcours scolaire qu'il va découvrir que son enfant a certaines particularités, qu'elles soient d'ordre médical, qu'elles soient en fait, de toutes sortes de niveaux, hein, parce que les besoins particuliers, c'est très, très vaste et ça englobe beaucoup de conditions et beaucoup de différents diagnostics. Donc, le parent est un peu pris au dépourvu, souvent, là-dedans. Et puis, là, on lui propose un chemin pour aider son enfant. Et puis, c'est rassurant. Pour un parent, c'est rassurant de dire « Ah, OK, il y a un filet de sécurité autour de mon enfant, il y a des services, il y a des moyens. » Par contre, on lui vend quelque chose qu'on ne livrera pas, dans la plupart des cas. Parce que, comme je le disais, manque de ressources. Donc, on dit « Ah oui, l'enfant aura tant d'heures par semaine. » La réalité sera qu'il va falloir se battre pour avoir ces heures de service-là. Et même après s'être battu, il va falloir accepter un compromis pour en avoir. C'est souvent ça, la réalité. La réalité, oui, c'est ça. C'est une réalité qui est de plus en plus fréquente, on va le dire comme ça. Oui. De votre côté, j'imagine si bon, c'est peu semblant. On a parti d'une coalition, évidemment, qui porte le nom. Oui. Mais je peux vous affirmer ce soir que évidemment que ça a évolué depuis 2015, quand 3 mères fondatrices ont vigoureusement exigé au gouvernement en place à l'époque de changer de culture, de changer la manière qu'on voit les élèves qui ont des particularités, qui ont besoin d'un soutien particulier ou spécifique pour atteindre leur plein potentiel, pour aussi aspirer à l'égalité des chances, eux autres aussi, de cheminer dans leur parcours scolaire. Avec les années, évidemment, le terme a été assez galvaudé. La notion de besoin, même le ministre en fait une risée, comme si c'est infini, comme si finalement, d'un côté, on a des évaluations rigoureuses, scientifiques, qui ont vraiment évalué les particularités et non seulement évalué, mais proposé des recommandations qui peuvent être très bien mises dans un plan d'intervention, moyennement qui a un accueil. Et d'un autre côté, on a cette espèce d'idée que finalement, tous les élèves sont pareils, tous les élèves ont sensiblement les mêmes besoins, parce que c'est sensiblement un peu le message qu'on reçoit quand on voit qu'il y a malheureusement une différenciation qui est très bien définie dans les approches éducatives puis pédagogiques auprès de nos enfants. Puis d'un côté, on n'a pas cette différenciation-là dans le personnel, dans les ressources, dans le temps ressources qui est mis dans le réseau scolaire. Alors, en soi, nous, notre position, c'est de dire, écoutez, nos enfants ont des besoins, mais ils ont surtout besoin d'un soutien puis d'un accompagnement qui est, en fait, un droit, un droit d'accommodement, surtout les élèves handicapés. Ou leurs conditions qui sont reconnues puis qui sont régies par les conventions. Alors, c'est un peu comme Sylvain mentionnait, d'un côté, on a l'impression qu'on vit dans une société de droit, de respect, d'égalité des chances, puis d'un autre côté, finalement, quand nos enfants commencent l'école, c'est comme s'ils perdaient ces droits-là. Oui, c'est ça qui est choquant. Effectivement, c'est choquant parce que nous, on entend beaucoup de témoignages des gens qu'on représente.
qui parfois se disent cet enfant-là aurait besoin de davantage de présence, d'encadrement, et malheureusement, on a prévu seulement 10 heures par semaine avec lui, quand il en aurait besoin de 20. Mais moi, on dit toujours, nous autres, à la Fédération, c'est que tant aussi longtemps qu'on va gérer tout ça en argent, gérer ça par des budgets et qu'on ne reflètera pas le besoin humain en premier, on reste dans une espèce de spirale qui, malheureusement, tourne de plus en plus vite et les gens qui, trop souvent, donnent ces budgets-là ou coupent ou peu importe, disent organisez-vous avec ça, les centres de services scolaires, allez-y avec ça. On peut pas s'occuper de l'éducation comme ça, c'est pas la bonne façon. C'est un manque de responsabilisation. Effectivement. Nous, on dit nous, ça fait 5 ans qu'on existe, le regroupement des comités de parents autonomes. Et puis, depuis le début, on dit le budget en éducation, ça devrait être pas dans les dépenses courantes de l'État. Non, ça devrait être à part, puis tu devrais pas avoir le droit d'y toucher. Tu ne peux pas aller piger dans l'éducation comme tu peux aller piger dans d'autres dépenses courantes d'un gouvernement, juste pour équilibrer, juste pour dire, OK, on va en prendre un petit peu là, on va en donner. Puis on se retrouve dans une situation où, si j'essaie de faire une analogie, on se dit, on va construire une route, puis la route, elle aura 10 km, mais on vous donne de l'asphalte pour en faire 5. Mais là, à un moment donné, tu n'arriveras pas, elle ne sera pas ta route. Là. Mais en éducation, on est là. On dit, voici ce qu'on va faire, voici comment on va accompagner les enfants, voici ce à quoi les enfants ont droit. Ça, tout est là, tout est clair. Mais le financement n'y arrive pas. C'est ça. Tu sais, il y a quand même eu une augmentation depuis quelques années, 100 000 élèves de plus. Oui. Une augmentation des besoins HDAA de 13,8 %. C'est énormément de gens, mais on n'est pas là pour... On n'est pas là pour mettre l'argent. Les sommes n'arrivent pas avec ça. Tu sais. Éric, ce que tu mentionnes aussi, si je peux me permettre, c'est que déjà dans le début, même dans les CPE, on finance mal, puis on accompagne mal les élèves, les enfants qui ont besoin d'un soutien. Ils arrivent à l'école, sont déjà en carence. À l'école, leurs enjeux, leurs défis, leurs difficultés ont été exacerbés par ce manque de cohésion-là. Moi, j'étais longtemps du côté de l'Ontario, la petite enfance est inclue dans le continuum d'apprentissage. C'est même sous le même ministère. Parce qu'on se dit qu'un enfant, le développement d'un enfant, ça ne commence pas à 5 ans ou à 6 ans. Ça commence même à la gestation, puis dès sa naissance. Alors ça, c'est déjà là un manque au niveau du Québec, là, en termes de vision de l'éducation. Puis par la suite, encore là, au niveau du primaire, et tu vas sûrement en parler tout à l'heure, tous les enjeux au niveau des financements, sous-financements, des reculs, le manque de planification, le manque de vision à long terme. On dirait que l'éducation, c'est toujours un enjeu électoral. On commence à s'y intéresser quand les élections s'en viennent. Et par la suite, ces enfants-là qui ont été mal servis ou desservis ou même des bris de service arrivent au secondaire. Et là, au secondaire, c'est d'autant plus. Alors, c'est pour ça, des fois, les gens se demandent, mais comment ça que quand on demanderait à nos centres de services scolaires de dénombrer les élèves à risque ou les élèves considérés HDA, on dit il y en a plus au secondaire. Bien, c'est parce que ça devrait être un son de cloche pour dire que, agir tôt. On a un agir tôt dans les services sociaux. Qu'est-ce qu'on attend au niveau d'éducation pour agir tôt au niveau des enfants qui ont c'est avéré, là. De plus en plus, là, les diagnostics, je travaille dans le domaine, l'évaluation, elle est plus fine. Il y a de plus en plus de professionnels qui sont habilités à faire des évaluations pour déterminer justement les conditions neurologiques ou des enjeux au niveau du développement des enfants. Mais qu'est-ce que l'école fait avec cette nouvelle réalité-là? Malheureusement, on voit encore, et nos décideurs voient encore l'éducation comme une dépense. Ils ne voient pas ça comme un investissement. Puis,
bon, on peut peut-être le comprendre parce qu'une vie de politicien, là, c'est quoi? C'est 2 mandats, 3 mandats, quelque chose comme ça. Mais un investissement en éducation, là, c'est un parcours scolaire complet. Là. C'est 12, 15, 20 ans, là, dépendamment du parcours. Donc, c'est sûr que tu vas investir dans quelque chose dont tu ne récolteras pas. C'est comme si c'est pas la même chose que d'investir dans une usine qui va avoir des jobs dans 3 ans. Les jobs vont être créés, puis tu vas pouvoir dire « Hey, c'est nous autres qui avons créé les jobs. » En éducation, ces enfants-là, tu ne seras plus là quand ils vont sortir du parcours scolaire, mais c'est aussi important. Oui, il ne devrait pas avoir de différence entre trouver ça une bonne idée d'investir dans une mine, dans une usine, dans un projet quelconque de développement économique et l'éducation. C'est aussi payant, sinon plus, parce qu'en éducation, quand tu as une population éduquée, c'est tous tes autres services qui vont te coûter moins cher. Effectivement. Effectivement. Puis ce que tu dis là, on entendait François Legault dire qu'il faut développer des emplois de qualité. Mais il faut commencer à préparer nos enfants en bas âge. Ce n'est pas tout le monde qui va se rendre à des emplois dits dans sa catégorie de qualité pour lui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Mais force est d'admettre que quand on regarde, pour nous, le réseau de l'éducation, ça commence, comme tu disais tantôt, Bianca, de la petite enfance à l'université. Puis si le parcours s'arrête au collégial ou peu importe, il ne s'arrête pas. La personne a atteint puis va travailler en fonction de... mais nous, ce qu'on dit à travers ça, c'est qu'il faut valoriser tout ça. Et je me souviens toujours je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait une annonce à la télévision, puis le jeune annonçait à son père qu'il voulait devenir soudeur. Et il était dans une auto de luxe. C'était, tu voyais que, c'était des gens très aisés. Et son père ne parle pas, on voit les yeux dans le miroir et il lui dit tu vas être le meilleur soudeur du monde. Je pense qu'il faut respecter le cheminement. Puis tout à l'heure, Bianca, tu as dit quelque chose. Quand un enfant n'a pas de service pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on vient, malheureusement, de lui donner énormément de difficultés à continuer rendu au bout plus loin. Donc, ça devient une problématique. Moi, j'avais envie, vous rencontrez régulièrement des parents, vous discutez avec eux autres. Vous aviez un témoignage ou deux là, de situations, mettons, où on n'a pas offert le service, où il a manqué de service. Avez-vous quelque chose qui vous vient à la tête? Bien, certainement. C'est que, tantôt, je l'ai mentionné, pour nous, on parle beaucoup en ce moment, là, c'est très populaire. Moi, j'ai donné plusieurs entrevues, je ne sais pas, toi, Sylvain, sur les fameux bris de service. Oui. L'augmentation, c'est effarante. Là, on est rendu plus de 3000, puis ça, évidemment, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'on s'entend que ça ne comprend pas les sous-ententes dans les plans d'intervention. Finalement, on va faire une scolarisation à temps partiel pour ton petit coco, ça ne va pas bien, il n'est pas capable de suivre. Ça ne comprend pas aussi des élèves qui ont... des conditions, où est-ce que ça demande un plus grand encadrement, mais faute d'avoir justement ces ressources-là, on essaie de voir comment on peut diminuer le temps de scolarisation. Fait que plusieurs parents, pas plus tard que cet été, et c'est ça qui est grave aussi, Eric, c'est le fait que c'est de plus en plus jeune. Oui. Moi, je me rappelais, là, 5, 6, 7 ans, on entendait des bris de service autour des fois 5e année. Quand on change de cycle ou à la transition primaire-secondaire. Là, maintenant, moi, j'ai accompagné 3 mères, dont une en particulier à Québec, dans l'élaboration d'un plan, pas d'intervention, parce que sa fille avait 5 ans. Ça faisait à peine 2 mois qu'elle avait commencé sa maternelle. Alors, on n'était même pas dans une perspective, on était vraiment dans un plan d'action pour empêcher l'expulsion de cet enfant-là qui venait à peine de commencer son parcours scolaire parce que on n'avait pas de ressources sensiblement dans cette école-là. On avait décrété qu'on n'en voulait pas des élèves qui dérogeaient. Comment je pourrais dire, à la norme de ce qu'on peut s'attendre au niveau du développement. Puis la mère comble, dans un sens, c'est un comble, parce qu'elle-même, elle était une mère immigrante.
Oui. Qui venait finalement d'arriver. Fait que si tu rajoutes cette couche-là, Oui. le parcours migratoire, elle était seule, même monoparentale, avec sa fille, sa jeune enfant, dans une nouvelle culture, même si elle parlait français. Oui. Imaginez tout le poids de la responsabilité qu'on met sur ces parents-là de devoir faire face à un système. Et souvent, ces parents-là viennent de pays où est-ce que l'éducation est mieux traitée. Où est-ce, comme tu le disais, Sylvain, il y a des institutions, il y a des groupes qui s'occupent de gérer l'éducation nationale. Et puis, en dehors de la politique, c'est dépolitisé. Puis, les budgets, ils croient en fonction de l'accroissement de la demande. Alors, ça, c'est un exemple, moi, qui m'a particulièrement touchée. Mais je pourrais t'en donner oui, j'en doute même pas. Des dizaines. Sylvain, de ton côté, toi, parce que, tu sais, les parents vivent ça aux premières lignes. Hein, tu sais, je veux dire, des fois, vous arrivez dans une école, vous n'avez pas vous apercevez que vous n'avez pas le service. Tu sais, comment ça se vit? Nous, des exemples. À toutes les semaines, on accompagne des parents qui ont une problématique de service. Malheureusement, tout ce qui est cadre législatif du milieu de l'éducation, c'est un peu comme pas faire son stop. C'est pas grave si tu respectes pas. Fait que c'est difficile. C'est pas drôle d'avoir ça comme mais c'est ça la réalité. Parce que moi, je peux dire à un parent, c'est le droit de ton enfant d'avoir ce service-là, mais il n'aura pas plus. Là. Non. Donc, c'est pas ça la solution. Donc, mais nous, des parents, des affaires qu'on voit des fois, un parent qui appelle puis qu'il n'a pas encore son plan d'intervention pour son enfant, puis tu es rendu passer la relâche. Non, il reste plus rien là, dans l'année scolaire, là, quasiment. Là. Il en reste, mais je veux dire, on est tard là, pour commencer à mettre en place un plan d'intervention. On a vu aussi des parents qui se font fortement suggérer de fermer leur plan d'intervention. Ça, baisser les ratios. Oui, parce qu'ils se font dire non, mais on va le faire autrement, on ne le fera plus dans le plan d'intervention. Oui, mais à partir du moment où ton enfant n'a plus un plan d'intervention, dans les politiques internes des centres de services, des commissions scolaires, bien, souvent, tu n'es plus considéré comme un enfant avec difficulté. Donc, tu n'es même plus sur la liste d'attente d'avoir des services. Ça, c'est problématique. Ou on suggère aux parents, OK, toi, dans des milieux favorisés, souvent, on va dire, vous avez de l'argent, allez au privé. Mais ce n'est pas une solution non plus, parce que là, le lien est plus difficile à faire dans le milieu scolaire. Donc, oui, il y a toutes sortes de cas. Je dirais, au moins, des fois, on réussit à trouver une façon pour le parent, puis ça, il faut souligner le travail que les gens font dans les écoles, dans les centres de services, parce que, souvent, il y a des gens qui vont dire il y a des gens qui pensent là, qu'il y a du monde qui s'en vont travailler dans un centre de service scolaire pour faire du tort aux enfants. Là, ça n'arrive pas. Là. Non, tout le monde est là pour que les enfants aient la meilleure expérience, puis pour leur bien-être, leur réussite. Mais avec tout ce qu'on entend, médias sociaux, tout ça, c'est sûr que des fois, il y a des parents qui se disent ils font exprès. Non, il n'y a personne qui fait exprès pour. Mais à un moment donné, tu arrives au bout de ce que tu peux faire parce que tu arrives au bout de ce que tu as dans ton coffre à outils, puis tu n'as plus de ressources. Puis on le disait tantôt, quand tu as des gens qui travaillent quelques heures, alors que, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là quand ils ne travaillent pas? Là? Tu fais 3 heures dans une journée, OK, tu ne peux pas avoir un autre job. Là. Fait que, on t'engage pour 3 heures, puis tu appuies des enfants ou un enfant pendant ce temps-là, puis le reste du temps, tu pourrais être très, très, très utile, mais on... Mais moi, j'espère une chose ce soir, c'est que le ministre Drainville est à l'écoute, quelqu'un de son cabinet, parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a parfois la classe politique, on a l'impression qu'ils ne sont pas connectés avec ce qui se passe sur le milieu. On prend les décisions dans la tour d'ivoire, et ça donne ce que ça donne. Et, tout à l'heure, on donnait l'exemple... des coupes en éducation, mais puis le personnel là, de soutien scolaire, les gens qu'on représente, c'est des gens qui travaillent de cœur avec passion, qui sont là, mais qui aimeraient tant en offrir beaucoup plus
Ça ne peut pas arriver, mais on est des humains qui travaillent avec des humains. Et quand on sent que ces enfants-là, et même ces parents-là, parce que la collaboration avec les parents va être hyper importante, parce que c'est notre lien. Tu sais, là, quand le parent considère que son enfant est bien dans son milieu, mais pour nous, c'est rassurant aussi qu'il travaille dans le milieu. On travaille en fonction de ça. Mais vous percevez comment le personnel de soutien scolaire? Vous, tu sais, là, c'est quoi votre idée là-dessus? Comment vous les voyez, ces gens-là? Parce que... Ben, écoutez, habituellement, je me parle pas personnellement, mais Non. pour être quand même mère d'un jeune adulte autiste de 18 ans qui a fait tout son parcours en classe spécialisée. Et puis, moi, je n'ai que d'éloges à toutes les éducatrices, les préposées aux élèves handicapés, les éducateurs spécialisés, vraiment, même la psychologue, tu sais, quand il y a eu parce qu'on disait, tu sais, on est une famille, on évolue, tu sais, nos enfants, c'est pas des diagnostics sur deux pattes, là. Ils sont des personnes, ils ont des frères et sœurs, ils cheminent, tu sais, dans toute ce qu'on vit en tant que famille, les séparations, la recomposition familiale, les déménagements, ça a un impact aussi sur eux. Puis comme plusieurs autres parents, même qu'on représente, je pense que même si des fois la colère, la frustration, l'indignation a peut-être un peu comme été sur le système et ceux qui y travaillent. Dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours, ce système-là, tout ce qui est service complémentaire, tout ce qui est service professionnel, heureusement qu'on les a. On sait, on n'a pas parlé évidemment des enseignantes ce soir, des enseignants, mais c'est un écosystème et on l'a vu. L'équipe école, c'est une force, c'est clair. Et puis, c'est essentiel que ces gens-là se sentent valorisés. C'est essentiel que ces gens-là sentent qu'on a besoin d'eux et elles dans l'environnement scolaire parce que on la voit. La diversité des élèves, les réalités d'aujourd'hui font que ça prend un village pour élever et éduquer des enfants. Puis sans eux, on n'y arriverait pas. Sylvain, de ton côté, toi? Moi, quand j'ai commencé à être engagé en éducation, puis j'étais sur un conseil d'établissement, une école, ma fille était en première année. Quand on est sur le conseil d'établissement, on voit le budget de l'école assez tard dans l'année, parce qu'on voit le budget, en fait, pour l'année suivante. Donc, quand on a commencé à regarder le budget, puis là, ça faisait 1 an que je voyais tout ce qui se passait dans l'école, ma première réaction, ça a été de dire, mais vous réussissez à faire tout ça avec ce budget-là. Parce que moi, j'ai toujours été dans le domaine du privé, dans les entreprises privées. Donc, là, je me disais, mais comment ils arrivent à faire ça? Puis c'est là que j'ai compris quand on dit que les employés, ils en font beaucoup plus que ce qu'ils devraient, ben pas ce qu'ils devraient, parce qu'ils le font de pleine volonté, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont au-delà là, de leur salaire, de leurs heures, de leur... c'est une vocation, Sylvain. Oui, bien là, tu le comprends quand tu vois vraiment comment ça fonctionne. Et puis, tu sais, quand tu es proche de l'école, puis proche de l'école, ça veut... Des fois, c'est juste aller chercher son enfant au service de garde. Donc, tu vas tous les jours. Là. Fait que, à un moment donné, tu vois des patterns. Ça. Puis tu vois là, un membre de l'équipe école, ça peut être n'importe qui est à un moment donné, tu le vois du coin de l'œil, il est en train de parler avec un enfant, il est en train de rassurer un enfant, en train de « Oh, non, c'est beau, ta mère s'en vient, là, on l'a appelé parce qu'il y a un bobo sur le genou. » N'importe quoi. Des fois, c'est anecdotique, mais tu vois toute cette passion-là, puis ça rassure là, comme parent quand tu vois ça, que tes enfants sont bien entourés. Puis Fait que, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le personnel scolaire parce que ils arrivent à tenir
l'idéal qu'on a de notre système scolaire, mais ils sont obligés d'avoir beaucoup de créativité, de flexibilité, de don de soi, parce que ils n'ont pas, comme je disais tantôt, ils n'ont pas tous les outils en main pour pouvoir livrer ce qu'ils auraient à livrer, mais ils réussissent quand même à... c'est pas idéal dans la plupart des cas, mais ça marche, entre guillemets. Là. Oui. Non, je comprends très bien. À quel prix, par exemple? Au prix de leur santé mentale? On s'entend. La lourdeur. Il y a toute la lourdeur de la tâche qui est de plus en plus. Puis, on parlait aujourd'hui dans une autre rencontre, on réfléchit même aux formations. Est-ce qu'ils sont encore adéquats par rapport à ce qui se passe à l'école, ce qui se vit à l'école? Tantôt, on parlait de l'équipe école, mais pour moi, l'équipe école, là, avec les parents, on doit former une équipe école, mais avec les parents. Moi, pour moi, puis nous, on le dit depuis longtemps, on veut s'assurer de mettre des ressources qu'il va y avoir de l'école vers les parents pour qu'on puisse échanger puis connaître davantage leur réalité. Et mettons là que rapidement, là, si vous auriez 2 ou 3 priorités pour vous assurer que les enfants, les élèves au Québec aient la qualité des services auxquels ils ont besoin, ça serait quoi si vous auriez 1 ou 2 priorités? Je sais que c'est difficile parce qu'on en a plusieurs priorités, mais mettons. Oui. Mais commence, vas-y. Première chose, une bonne communication entre l'école et la famille. Important. Ça, c'est sûr. Il y a des endroits où est-ce que c'est difficile. Il y a des endroits où on comprend pourquoi c'est difficile. Il y a des gens... moi, pendant l'épisode de COVID, moi, j'étais au centre de service de Laval et puis il y avait des écoles où est-ce que la seule personne qui parle français dans la famille, c'est l'enfant de 6 ans qui est à l'école. Puis là, il revient avec un feuillet d'informations sur la COVID. Donc, des fois, la communication, elle est difficile pour des raisons qui sont hors de notre contrôle, mais il faut faire vraiment des efforts sur la communication entre les familles et l'école. Et aussi, il faut respecter ce qu'on met en place. Il y a des règles de gouvernance, il y a des règles il y a des droits, il y a des lois, il y a des règlements. Il faut les respecter. C'est pas des suggestions. Donc, ça serait ça un peu Effectivement, Sylvain, merci. Bianca? Ben, moi, je suis plus dans une vision vraiment macro. Je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure, de dire... ça prend une vision, une planification, de la prévisibilité. Je pense que dans les derniers, nos communications communes puis notre engagement, c'était d'envoyer un message clair au gouvernement que l'improvisation, la cloche a sonné, on n'en veut plus. Des reculs, des tergiversations, de dire qu'on coupe ou que, on dit qu'on coupe pas, mais qu'on veut faire de la rigueur budgétaire. Arrêtez de faire de la rigueur sur le dos de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre société. Commettez-vous à avoir une vision à long terme d'une éducation nationale. Commettez-vous un peu, à respecter les droits, évidemment, des élèves qui sont les plus vulnérables et surtout, penser à la continuité d'apprentissage. Puis à cette continuité-là doit se refléter aussi dans les formations initiales et la formation continue et le temps qu'on donne aux professionnels puis au personnel de soutien de se former. C'est pas normal qu'on s'attend à ce qu'ils donnent un service optimal de qualité, mais on leur permet pas, tant dans leur temps ressources ou dans leur temps horaire, de pouvoir continuer leur formation, puis aussi le lien avec les parents. C'est à ça qu'on s'attend et qu'on ait une constance, une cohérence puis de la prévisibilité. Ça s'appelle avoir une vision en éducation. Tout à fait. Je pense que c'est clair. Sincèrement, on a eu une belle discussion ce soir sur des pistes concrètes, sur des solutions, sur ce que vous vivez. Puis pour nous, c'est important dans ce premier Facebook-là parce que les coupures font mal partout. Et malheureusement, comme tu l'as dit tantôt, sur le dos, malheureusement, de pauvres enfants qui ne méritent pas ça du tout. Au contraire. Et vous êtes des gens aux premières lignes
parce que vous représentez, vous travaillez avec des parents, avec des gens des parents qui ont leurs enfants des besoins particuliers. Et je tiens à vous dire que ce soir, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'urgence. Ce que je retiens, c'est l'urgence d'agir. Mais l'urgence d'agir, j'ai comme l'impression que ça fait 20 ans qu'on se parle d'urgence d'agir. Tant qu'on n'aura pas des gouvernements qui n'auront pas une vision meilleure pour l'éducation, on va rester dans cette roue-là qui, malheureusement, on ne s'en sortira pas parce que on peut avoir plein de bonnes volontés quand on arrive ministre de l'Éducation, mais parfois, on n'est pas capable d'atterrir ça. Et c'est la difficulté qu'on vit. Je tiens aussi à souligner que nous avons été instigateurs de la fameuse pétition qui a ramassé 160 000 noms en parrainage avec Pascal Bérubé du Parti québécois, nos collègues enseignants, nos collègues professionnels, mais 160 000 personnes, des parents, des grands-parents, des gens qui n'ont même pas d'enfants, qui trouvent aberrant la situation, ont signé. D'ailleurs, je vous encourage encore une fois à y aller, la signer encore parce que, ça sera plus tard au mois de septembre qu'on la déposera officiellement. Mais merci. Merci sincèrement. Ce fut un beau Facebook Live, une belle rencontre. Merci. Et il ne faut pas lâcher. Je pense que le travail de collaboration entre nous, il est important. On le voit. Et je pense que les gouvernements commencent à s'en apercevoir qu'il y a une mobilisation aussi de parents et d'organismes qui travaillent dans le même but pour une éducation meilleure. Sincèrement, merci beaucoup. Puis au plaisir d'une prochaine fois. Ben oui, au plaisir. Merci de l'invitation. Merci.